mortels. Je termine ce cycle des sorcières avec deux notions. Celle des animaux de compagnie, appelés familiers, ainsi que le phénomène de cool witchcraft, c'est-à-dire qu'à présent, la sorcellerie tend à être bien vue. Je vais rapidement aborder le fait que, traditionnellement, les sorcières ont toutes sortes d'animaux de compagnie. C'était en fait censé être des familiers aux petits démons offerts par le diable et cachés sous un aspect animal. L'un des 7 animaux qu'on disait créés par le diable justement. Le chat, quand il était noir, il était de plus réputé porter malheur. Le loup, le crapaud, le hibou, le rat, l'araignée et la chauve-souris, Satan y ajoutant la chèvre, le corbeau et le papillon de nuit. Les sorcières pouvaient ordonner à leurs familiers de voler et d'espionner pour elles. Du moins, c'était leur réputation autrefois. Les femmes qui avaient des animaux de compagnie étaient donc facilement soupçonnées, et on prétendait même qu'elles devaient donner à téter à leurs familiers pour les nourrir. C'est assez dégoûtant. Une gravure très connue de l'époque des persécutions montre des femmes désignant leurs familiers et expliquant comment ils s'appellent. Certains noms reviennent comme Tom Vinaigre ou Peewocket, et depuis, ces noms sont souvent utilisés dans la littérature comme nom pour les familiers. Par exemple, dans le film Ma femme est une sorcière, où l'héroïne appelle son chat Peewocket. La nature des familles a beaucoup évolué à travers le temps, et ce sont rarement des petits démons aujourd'hui. Ce sont plutôt des fées à l'aspect de chat dans la série Charmed, et qui aident les sorcières débutantes, puis qui peuvent devenir des humaines en récompense. Dans Sabrina, apprentie sorcière, Salem présente la particularité d'être un sorcier transformé en chat pour expier ses crimes. Cela explique son intelligence humaine. Dans les nouvelles aventures de Sabrina, c'est un gnome qui a pris cette forme. Oui, la série où les pouvoirs de Sabrina passent d'innés à d'origine sataniste. Dans Hocus Pocus, c'est au contraire un innocent et ennemi des sorcières qui a pris cette forme. Il est d'ailleurs rare qu'un familier, ou proche comme on les appelle dans l'épisode Nos plus belles années de Charmed, soit déloyal. Mais dans cet épisode, c'était dans le but de devenir un être humain qu'un chat familier trahit sa maîtresse dans l'épisode. Des familiers corbeaux et chats dans la série d'animation Wunsch Punch sont en fait des espions qui font échouer les malédictions de leurs sorciers, ces derniers n'étant là que pour apporter le malheur à leur communauté. Plus modestement, les familiers peuvent être tout simplement des animaux, comme Azrael dans les Schtroumpfs, ou le corbeau de la méchante reine dans Blanche-Neige. Peut-être aussi que le chat d'Hélène dans The Love Witch, qui était décrit comme son meilleur ami, mais qui est mort avant le début du film. Dans Harry Potter, les hiboux servent en prime à apporter les messages comme des pigeons, y compris le jour, mais cela est douteux car ces animaux sont nocturnes et très difficiles à dresser. Dans le téléfilm Le bal des sorcières, les familiers portent des messages aussi. On leur fait manger une racine magique et ils répètent les paroles de leur maître, qui, par l'entremise de l'animal familier de leur interlocuteur, les répercute à leur tour. C'est une sorte d'alternative au téléphone. Notez que n'importe quel animal convient, y compris les chiens. Les animaux ordinaires peuvent aussi être entraînés à parler, comme Archimède le hibou dans Merlin l'Enchanteur. Dans la trilogie des Charmettes, l'apprentissage de la parole aux animaux est un pouvoir des sorcières dont elles usent sur tous leurs animaux de compagnie. Malgré la prévalence des soi-disant animaux du diable, on note aussi que les chiens ou les lapins étaient également présents parmi les animaux suspectés d'appartenir à des sorcières à l'époque des persécutions. Les boucs pouvaient carrément être chevauchés, mais pas les chevaux. Dans le film Elvira, maîtresse des ténèbres, et alors que cette dernière vient d'apprendre qu'elle est une sorcière, elle est étonnamment pourtant au courant du principe du familier.
Ne vas-tu jamais au cinéma demande-t-elle à son love interest avant de lui décrire le principe des familiers qu'elle semble avoir appris de cette manière. Le cinéma fantastique, donc. Il reflète bien ce phénomène de la nouvelle popularité de la sorcellerie. Il y a Harry Potter, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, je constate que les sorcières n'effraient plus, et les histoires qui font d'elles les grandes méchantes ne sont pas si nombreuses. Me viennent Hansel et Gretel, le projet Blair Witch et le magicien d'Oz. La sorcière de l'Ouest est à l'origine de pas mal de stéréotypes, dont la peau verte. Il y avait aussi Hocus Pocus jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais une fois la suite sortie, je ne peux que constater une chose. Les trois sœurs Sanderson y sont toujours les méchantes, mais à la fin, Winifred s'assagit en réalisant, attention spoiler, qu'elle ne peut vivre sans ses sœurs. Et là, c'est d'elle-même que les sorcières décident de partir. De plus, nous découvrons leur passé. Il y a de quoi les plaindre, elles étaient orphelines. Winifred a voulu échapper à un mariage arrangé. On ne leur cherche pas totalement des excuses comme dans le film Maléfique, mais néanmoins nous les plaignons à présent. De plus, dans le premier film, les trois enfants qui les affrontaient n'étaient pas des sorciers. Comme elle était déguisée de cette façon, l'une d'elles, Dani, faisait d'abord semblant d'en être, en disant aux Sanderson « Bonsoir, mes sœurs ». Mais elle n'était pas trompée longtemps et savait que la petite n'en était pas une. Il en va tout autrement dans Hocus Pocus 2 où, ça alors, les trois héroïnes, elles, sont bien, elles aussi, des sorcières. D'ailleurs, leur pouvoir se réveille à l'occasion du 16e anniversaire de l'une d'elles, Becca. Elle se rend compte, en joignant les mains avec ses deux amies Izzy et Cassie, qu'elle forme, comme les sœurs Sanderson, une assemblée, ou coven, que j'avais évoqué la dernière fois, puisque cela spontanément fait apparaître une bulle de protection autour d'elle. On est passé de combattre les sorcières à en être soi aussi, mais tout en étant d'un genre différent. C'est le même principe dans le film Dangereuse Alliance. Le premier est sorti dans les années 1990. Et les quatre héroïnes étaient effectivement elles aussi des sorcières. C'est sans problème aucun qu'elles s'en prenaient à leurs ennemis et leur jetaient des malédictions. Toutefois, quand Nancy, la meneuse, en vient à tuer quelqu'un involontairement, c'est la ligne franchie de trop pour Sarah, la plus récemment venue, qui décide de quitter l'assemblée. Ces trois amis, entre guillemets, se liguent alors contre elle, et le climax du film est leur combat. J'avais dit aussi qu'elles étaient censées adorer un mélange de Dieu et du diable. Ça finit mal pour Nancy qui termine à l'asile, bref. Le message sous-jacent était « Touchez pas à la magie, les sorcières sont quand même dangereuses », ce genre de choses. Enfin, même si j'aimais beaucoup ce film à l'époque, c'est ce que j'ai compris quand j'ai vu la suite, qui n'avait pas ce message-là du tout. Il s'agit toujours d'une assemblée de 4 jeunes sorcières, mais, encore une fois, attention spoiler, l'une d'elles, Lily, est la fille de Nancy. Nancy, dont on se rend compte en l'apercevant dans la dernière scène, qu'apparemment elle n'est plus folle. Elle a même subi un traumatisme, on sous-entend qu'elle n'a pas eu sa fille de manière consentie. Elle est à plaindre elle aussi, exactement comme les sœurs Sanderson. The Craft, les nouvelles sorcières, présente aussi deux particularités comparées au film précédent. Tout d'abord, les trois sorcières s'interdisent de nuire à quiconque. Leurs formules servent en fait à changer les gens en mieux. Quand elles pensent avoir franchi une ligne et poussé un garçon au suicide, encore une fois spoiler, en fait ce n'est pas de leur faute, elles décident de se punir en se retirant leur pouvoir, elles ont donc une moralité bien plus grande. L'ennemi n'est pas l'une d'elles, mais le nouveau beau-père de Lily. Cet homme est en fait un masculiniste convaincu, appelons-le comme ça, et un coach en développement personnel qui défend les théories du mal alpha. Toutefois, il connaît la magie en fait et cherche
a volé les pouvoirs de sa belle-fille. L'un de ses arguments est de dire que pour lui, les filles se tirent toujours dans les pattes. C'était vrai dans le premier film, mais dans celui-là, ça ne l'est pas du tout. 4 amis décident de retrouver leur pouvoir pour le vaincre, et quand le film se termine, elles sont toujours amies. Depuis le premier film, le principe de la sororité a fait son chemin dans les esprits. De plus, on ne sous-entend pas que la sorcellerie à laquelle s'adonnaient les 4 adolescentes était aussi quelque chose de mal. Ainsi, on peut dire aujourd'hui des sorcières que on les admire. Seuls les vampires, peut-être, sont d'autres créatures surnaturelles qu'on envie et qu'on deviendrait volontiers. Vous voyez Twilight, Vampire Diaries ou Vampire Kisses. Harry Potter, Charmed ou encore Les sorcières d'Halloween sont des histoires commençant toutes avec l'excitation des personnages principaux à se découvrir des pouvoirs. La catégorie des magiciens de tout poil est de rigueur aussi dans tous les jeux de rôle désormais. Car les persécutions inscrites dans les textes de loi n'existent plus, les sorcières ne sont même plus obligatoirement méchantes. Alors comment ne pas rêver à des pouvoirs magiques qui permettent de faire ce que l'on veut. Lucinda, la cute witch, dans Princesse Sophia, parvient même à initier les princesses. Sans parler du fait qu'aujourd'hui, les haillons et la laideur ne sont plus non plus un prérequis. Comme les sœurs Halliwell, Sabrina Spellman et Samantha Steven, on peut être belle et habillée comme les mortels. Ou même être en rose, comme les Magical Girls ou Mademoiselle Talisman dans Amandine Malaboule. On peut aussi, en même temps qu'on est une magicienne, être une princesse, comme les princesses Precure, Sailor Moon, Vanilla ou les 2 sorcières. On peut aussi être une reine, comme la marâtre de Blanche-Neige, ou Glinda dans Oz, le grand et puissant, avec tout le décorum qui s'ensuit. Et parfois, avec un sceptre en guise de baguette magique. Je ne sais pas si, en l'an 2000, vous aviez vu passer la ligne de Barbie Secret Spells, qui est le seul modèle de toute la franchise où elle est plus sorcière que fée. En fait, on la voit faire des potions au sein d'une assemblée de 3, mais elle porte quand même du rose. Franchement, mon seul regret est que cette version n'ait jamais eu de film associé. S'habiller d'une façon inspirée des sorcières est même possible aujourd'hui grâce à la tendance du strega, ou sorcière en italien, qui est liée au mouvement gothique. C'est une branche du mouvement Lolita qui s'inspire aussi des sorcières sous le nom de Mahou, ou sorcières en japonais, les Mahou Lolita. Si on prend une large définition, bien des gens peuvent être perçus comme des sorciers aujourd'hui. Les médiums, les voyants, les astrologues, les rebouteux, les hypnotiseurs, les guérisseurs, les herboristes, etc. Tout pouvoir, si humble soit-il, compte. Certaines sorcières préparent des potions plutôt que d'user de cristaux et de bougies. D'autres se préoccupent plus de la nature, ce sont les Green Witch. Il y a celles qui travaillent en assemblée et les solitaires, celles qui fonctionnent avec les fées, les sorcières qui font avant tout des cérémonies, celles qui se préoccupent surtout de voyance, et celles du foyer, qui usent d'herbes et enchantent leur cuisine. La marque de Satan, ça ne marchait peut-être pas, mais les inquisiteurs, aujourd'hui, seraient étonnés de voir que, parfois, on reconnaît les sorcières à leurs accessoires. Les sacs et bijoux portant diverses effigies sont devenus courants. Ces symboles sont des pentagrammes droits, des triples lunes, des cristaux, l'arbre Yggdrasil, les planches Ouija et les triquetras, pour les symboles wiccans. Mais aussi les pentagrammes et les croix inversées, les têtes de mort et les démons pour évoquer le satanisme, ainsi que du plus neutre, comme les chats, les yeux, qui renvoyaient à l'esthétique de la voyance, les croissants de lune et les étoiles, pour, je suppose, l'athéisme. De loin en loin, la Christo Witch pourra aussi trouver une croix droite parmi tout ceci, mais en compagnie de symboles athées et wiccans sur ce sac.
Quant au symbole relique de la mort d'Harry Potter, il est également populaire. La couleur dominante est le noir dans tous les cas. Les accessoires sont parfois confus, en ce qui présente plusieurs de ces symboles et parfois en totale contradiction. Mais il n'en demeure pas moins qu'on reconnaît une sorcière moderne en ce que, tout simplement, eh bien c'est marqué dessus. Les sorcières, ces femmes haïes, redoutées et persécutées, aux créatures que le monde entier envie. La ville de Salem, qui fut le théâtre d'une grande chasse, est aujourd'hui une ville complètement vouée à la sorcellerie, à commencer par son musée, comme si là-bas on s'attendait à trouver plus de sorcières que partout ailleurs. Et c'est une réputation qui est totalement assumée aujourd'hui, excellente pour le tourisme. C'est certain, les chasseurs de sorcières de jadis doivent en faire des loopings dans leur tombe. J'espère que tout ce cycle vous aura intéressé, imprudent mortel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le retour des Contes Cruels en édition spéciale Noël. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et des cafés. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant la lumière. Au revoir, imprudent mortel.